où traditionnellement on note 13 en moyenne sur tout le monde. Ça c'est 13 en moyenne. On a, ce qu'il faut savoir, un étudiant qui aujourd'hui a 12 de moyenne sur, en général, à peu près sur ses trimestres de terminale et de première, a toutes les chances d'intégrer une école d'ingénieur, quelle qu'elle soit, dans des concours post-bac. Donc il ne faut pas qu'il se mette la rate au courbouillon et qu'il ait peur de ça. De toute façon, toutes les écoles savent très bien que les jeunes qui vont rentrer chez elles sont en devenir et qu'ils vont découvrir dans nos écoles, dans un cursus post-bac, qu'ils auront choisi, justement par rapport à une prépa qu'ils n'ont pas voulu aller suivre, qui était un peu différente, et ben ils vont trouver une matière à pouvoir s'épanouir, trouver des matières qui les intéressent, et ainsi de suite. Et une autre manière de faire, donc pour le coup. Et une autre manière de travailler, c'est que ce n'est pas uniquement du bachotage, de l'histoire géo, de maths, de la physique, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez refuser les dossiers? Bien sûr. Parce que on a interdiction de passer le concours. Alors non, tout le monde est convoqué, tous les candidats inscrits, tout le monde a une chance. Oui, tout le monde a une chance de pouvoir passer les épreuves écrites. Il n'y a pas de sélection de suppression de dossiers. Typiquement, je suis à 9-10 en terminale, etc. Est-ce que ça vaut le coup de venir le passer? En gros, je pose la question de l'autocensure. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Non, alors pas d'autocensure, parce que le 9-10 en terminale, c'est très subjectif en plus. Il y a des candidats diesel, il y a des candidats qui mettent du temps à démarrer. Puis il y a aussi la prise en compte des avis des professeurs, c'est pas anodin. Donc, je suis à 9-10, il vaut mieux quand même venir. Je suis à 9-10 dans tous les cas, si on a envie de venir, parce que le 9-10, c'est un jeune qui est en terminale, c'est une note à un moment donné, mais il ne sait pas forcément ce que ce 9-10 peut valoir à l'échelon national, parce qu'on prend en compte pour les dossiers, pour calculer les notes de dossier, la valeur entre guillemets des différents lycées, donc on pondère ça avec les commentaires des professeurs. On aura l'occasion d'en parler aussi. Donc sur tous ces sujets-là, et puis ce n'est qu'une partie, alors selon les écoles plus ou moins grosses, mais c'est entre 40 et 60% de la note totale, ce qui veut dire que ça laisse la chance à très bien réussir son oral. Son écrit. Son justement. Question suivante. Comment se préparer au concours? Combien faut-il travailler? Est-ce qu'il y a des manières de se préparer autres que les annales? Faut-il bien travailler? Oui. Faut-il bien travailler? Oui, mais c'est vrai en terminale, c'est qu'il faut travailler normalement. Ça veut dire quoi normalement? On se prépare tranquillement pour le bac et dans la foulée on fait le concours? On se prépare tranquillement pour le bac, effectivement, et c'est un travail régulier. De toute façon, on va rentrer dans un cycle de 5 ans, il faudra avoir un travail régulier. Un étudiant qui se dit que des études, ça se fait de manière irrégulière, la veille des jours où on a des examens, à un moment donné, ça passe plus. Donc ça a pu passer jusqu'en première, peut-être en terminale, mais en général, dans l'enseignement supérieur, ça ne passe plus. Ce n'est qu'en travaillant régulièrement qu'on peut réussir effectivement. Donc le conseil c'est quoi? C'est une fois par semaine. Est-ce qu'on fait une préparation entre guillemets spécifique pour le concours? Oui. Mais pas forcément tout de suite. Parce que c'est un peu trop tôt. Donc à partir de quand est-ce que vous conseillez de faire ça? Alors la préparation au concours, attention, le concours alpha propose des séances de préparation qui sont plutôt des séances d'explication des QCM. Ok, pour ne pas être surpris par le. Voilà, exactement. C'est une épreuve qui est assez particulière. Les élèves ne sont pas spécialement préparés en terminale. Et pour le bac, à ce type d'épreuve. Donc on les met en condition, on leur donne des conseils pour réussir. Se préparer en allant chercher une agence de la place, ça c'est charge à eux, mais c'est pas le concours alpha qui va conseiller. Est-ce que vous conseillez de faire ça ou pas? Oui, non. Pas forcément. Pas forcément. Parce que fait comme il veut. Les QCM, en fait, on aura l'occasion de le voir, sont basés sur les connaissances de terminale qu'ils ont pu acquérir. La culture générale, c'est par définition de la culture générale. Et en revanche, il y a une chose à laquelle il faut effectivement se préparer, c'est le format du concours. Donc pour se préparer au format du concours, auquel ils ne sont pas habitués. Les QCM, on n'en fait pas tellement. Est-ce que les annales suffisent pour se préparer à ça ou pas? Alors, il y a deux choses. Il y a les annales, effectivement, qu'on peut trouver sur les sites des écoles, le site du concours alpha. On va même sortir des versions sur smartphone pour qu'ils puissent le faire. Ok, donc il y aura bientôt une application qui permet de se préparer au concours. Voilà, mais qui reprend un peu le type de questions pour qu'ils puissent s'habituer. En revanche, ce que font toutes les écoles, et je trouve que c'est une très bonne chose à faire,
c'est de proposer une demi-journée ou une journée de préparation au concours, dans le sens où l'a expliqué Luc, c'est-à-dire de montrer aux étudiants des petites séries de questions de QCM. Ils travaillent sur le document sur lequel ils vont travailler le jour du concours, ce qui fait qu'en venant le jour du concours, ils ne vont pas être gênés par où est-ce que je mets ma croix, comment est-ce que je colorie ma réponse ABCD, et ainsi de suite. Et on leur explique comment faire pour justement ne pas être surpris le jour du concours et perdre leurs moyens. Et donc ces journées de préparation-là se passent dans les écoles. Oui. On trouve ça sur votre site internet, on trouve pareil, les dates. les écoles et sur le site du concours. Vous avez toutes les dates. Pour rassurer ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque sur les écoles à ce moment-là, globalement, je veux dire, ça se fait quand même, il n'y a pas besoin... Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un doctorat en astrophysique pour comprendre comment ça fonctionne? Il y a quand même des explications. Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Non. Je ne sais pas comment y prendre pour améliorer ma culture générale. On me dit qu'il faut lire Le Monde régulièrement. Est-ce que vous me conseillerez la même chose? Merci pour votre réponse. Faut-il lire Le Monde? Non, alors, on ne va pas parler de Le Monde en particulier. Ce qu'il faut, c'est effectivement lire régulièrement un quotidien ou un hebdomadaire. De temps en temps, effectivement, quand on regarde la télévision, ne pas regarder que des séries ou des films, mais des actualités. La culture générale, c'est un peu cet ensemble-là qui fait que on est capable de parler de ce qui nous entoure et de parler de notre passé, qui est quand même quelque chose d'important, et de notre histoire. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2-3 petits exemples de culture générale? Je veux dire, de quoi on parle? Ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que le candidat s'intéresse au monde dans lequel il est. Okay. Ça, c'est vraiment ça. Mais tous les aspects historiques, les aspects géopolitiques, les aspects scientifiques, il y a un petit peu de questions. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire placer Louis XVI dans un siècle? Exactement, voilà, typiquement, où je ne sais pas quel est le plus grand pays parmi ces quatre en termes de superficie, puis on donne 4 pays, des petits, des moyens. Ça se fait, je veux dire, quelqu'un qui ouvre un peu ses feuilles de chou, qui écoute, qui lit une fois de temps en temps, qui écoute un peu de France Inter à gauche à droite. Voilà. Ça suffit. Qui dirige le FMI, combien il y a eu de présidents en 5e République, et comme ce sont des réponses à QCM, c'est aussi plus simple que si la page était blanche. C'est qu'en fait, ils ont forcément... Pour les présidents de la 5e République, typiquement, vous n'allez pas mettre 4, 5, 6 ou 7. Ce sera peut-être... Non, on va étaler. Donc je veux dire, globalement, si on a un peu de culture, etc., ça se fait. Il n'y a pas besoin d'être angoissé par ça. Donc il n'y a pas de question piège. L'idée, c'est pas effectivement de piéger les candidats. L'idée, c'est pas leur demander des choses qui sont hyper précises, dont ils ont entendu une seule fois dans leur vie. Mais effectivement, c'est vraiment de la culture générale, quoi. Donc, à la réponse, à la question, est-ce qu'il faut lire Le Monde? Je ne sais pas. Il y a d'autres quotidiens, Le Monde en est un. Voilà, mais effectivement, il faut lire, il faut écouter, il faut regarder un peu, il faut s'intéresser à ce qui nous entoure. Je mets quand même en garde les jeunes, Le Monde, ça peut piquer, il faut faire attention. Voilà, c'est pas toujours drôle à lire. On passe à la question experte. Question experte que voici. Un concours révélateur de talent. Bon, c'est la 856e fois cette année qu'on entend cette expression sur Campus Chanel. C'est quoi l'ADN du concours? Bon, si c'est la 856e fois, ça je vous donne toutes mes félicitations. C'est-à-dire qu'on est les 856e école ou concours interviewés. Bravo. Sérieusement, l'ADN du concours Alpha, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Oui, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a un... pour comprendre le sens de la question, on se moque un petit peu de ce côté. C'est vrai que révélateur de talent... Par exemple, vraiment sur l'évaluation du dossier scolaire, on va vraiment regarder l'intégralité. On ne va pas se focaliser sur les moyennes de maths et de physique, par exemple. On regarde l'histoire géo, parce que c'est aussi un indicateur d'ouverture. On parlait tout à l'heure de la culture générale, c'est typiquement des choses sur lesquelles un élève qui est un petit peu moins bon en maths, mais qui suit son programme d'histoire et ça l'intéresse. Donc vous avez cherché, quand vous avez créé ce concours, à valoriser justement autre chose que simplement les tronches en maths Oui, parce qu'un ingénieur n'est pas qu'une tronche en maths. Donc il a besoin d'autre chose. Particularité du concours, c'est l'épreuve de motivation. Où effectivement, c'est basé sur les questions ouvertes, on va demander aux jeunes de nous dire ou d'essayer d'expliquer globalement ce qui les motive, ce qui les intéresse dans la vie, pourquoi ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, et ainsi de suite. Et on aura l'occasion d'en parler. Ils ont un espace d'expression, effectivement, à ce niveau-là. Il y a autre chose qui fait que
le concours est ce qu'il est, c'est qu'il ressemble des écoles qui s'entendent très bien ensemble, à tel point qu'on a créé ce qu'on appelle la passerelle mosaïque, qui permet à des jeunes qui rentreraient dans une de nos écoles, qui au bout de 6 mois se diraient finalement, parce qu'il est en terminale, il peut hésiter justement entre les sciences du vivant, le numérique, et qui se dirait finalement je vais en choisir une, et au bout de 6 mois, une fois qu'il est dedans, il se dit non, finalement c'est pas ce que je veux. Il aura une passerelle qui lui est ouverte pour passer dans une autre école. Donc oui, l'ADN du concours, c'est ça, c'est d'étudier, d'essayer de comprendre et de mettre au centre de notre préoccupation l'étudiant, son souhait, son désir, pour qu'il puisse, alors qu'il va rentrer dans quelque chose qu'il ne connaît pas, qui peut faire peur, mais qui en fait est absolument extraordinaire et super, qui sont les années d'enseignement supérieur. Alors, je me permets de vous interrompre, mais en fait, c'est juste qu'on a l'impression... Alors, normalement, un concours, c'est fait pour trancher, vraiment. Il y a une barre, bam, d'un côté on est, de l'autre côté on n'est pas. Et il y a un côté un peu brutal, d'ailleurs, la préparation au concours, les prépas, etc., c'est pas quelque chose de toujours très drôle. Et chez vous, en fait, on a presque l'impression que c'est un truc gentil. Vous êtes là pour cajoler... Non, on est là pour classer. Oui. On est là pour classer. Mais ce qu'on veut, surtout, c'est désangoisser par rapport à un concours d'entrée dans une école d'ingénieur. Il ne faut vraiment pas d'autocensure. Comme si c'était pour donner une chance à tout le monde, en fait. En fait, tout le monde n'a pas forcément une chance. Non, un étudiant qui aura un dossier insuffisant et qui passera pas la barre au niveau de l'écrit le 9 mai, effectivement, se verra refuser l'accès à nos écoles. Mais si on n'est pas forcément le plus fort en maths, on peut se rattraper avec Mais si on n'est pas le plus fort en maths, on peut se rattraper. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, toutes les écoles qui ont ouvert des cursus post-bac, prennent en compte effectivement ça et savent a priori que la moyenne de leurs étudiants, sur ce niveau bien précis que sont les maths et la physique, ne sont pas des fanas qui veulent en bouffer pendant 2 ans ou plus en faisant maths sup et maths spé. Donc ils ont effectivement autre chose. Et ils rentrent dans un parcours qui est construit sur 5 ans, dans un secteur qui les intéresse. Alors ça peut être le secteur effectivement des sciences du vivant ou le secteur du numérique, pour ce qui nous concerne. Mais ils font leur choix, dès la sortie de terminale, de faire quelque chose qui va les intéresser. Voilà. Vous tenez compte de la provenance des élèves. Un 15 en bon lycée vaut-il un 15 dans un lycée moins bon? Alors je pense que la question c'est plutôt un 15 dans une classe où le prof de maths note sévère vaut pas un 15 dans une classe où le prof de maths... Toujours est-il qu'il y a des 15 différents. Oui, il y a des 15 différents. Donc c'est pas l'origine des lycées là-dedans, c'est plutôt l'avis des professeurs qui va être pris en compte. C'est-à-dire que quand on a 15 sur 20 et qu'on a alors on a forcément une bonne appréciation avec un 15 sur 20, mais quand on a un 12 sur 20 avec une très bonne appréciation des professeurs, c'est là que justement la prise en compte de l'appréciation est faite pour corriger. Mais en fait, du coup, il y a certains lycées où on note sec, il y en a d'autres où on note moins sec, certaines classes où on note sec, d'autres où moins sec. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour gérer un petit peu tout ça? Parce que j'imagine que vous n'avez pas une table de conversion pour tous les professeurs de France et de Navarre. Non, mais par contre, les professeurs ont une grille d'évaluation, on voit la moyenne de la classe et on voit les commentaires. Donc en fonction de la moyenne de la classe, en fait, située dans la moyenne, ça pour le coup, ça les commentaires, c'est-à-dire favorables, très favorables, les commentaires qui peuvent être faits dans les bulletins scolaires. Il y a un coefficient par lycée après. Voilà. Et donc il y a un coefficient par lycée? Oui. Ok, donc il y a une sorte d'algorithme qui calcule exactement. Une grande machine Shadok à calculer. Ouais, exactement. Ok, je sais pas, vous partagez ça un petit peu avec nous, justement, de savoir quelles sont les proportions entre le lycée, l'appréciation. Alors, allons-y très techniquement. On prend l'ensemble des matières qu'on coefficiente sur leur baccalauréat d'origine. Donc les maths, alors hors spécialité, puisque c'est compliqué à faire remonter. Les maths coefficient 7, la physique coefficient 6, etc. etc. On rajoute après, c'est juste des bonus, les prises en compte. C'est des bonus sur la moyenne qu'on obtient. Ok, donc il n'y a pas de malus en fait? Non, il n'y a jamais de malus. C'est des bonus qui vont entre 0 points et 2 points sur la moyenne obtenue. Ok, donc ça peut jouer en ma faveur si je viens par exemple d'un bon lycée où on considère que ça note un petit peu plus sec peut-être, ça peut me faire... De fait oui, parce que si on prendrait uniquement la moyenne et qu'on est dans un lycée où ça note sec avec des profs où ça note sec, le bonus est là. Voilà. Pouvez-vous donner des exemples de questions de l'épreuve de motivation? Ce ne sont pas les mêmes qui sortent chaque année. Non, ce ne sont pas les mêmes qui sortent chaque année. Et non, je ne vais pas vous donner des exemples de questions de l'épreuve de motivation qui par essence était une épreuve avec des questions ouvertes
et qu'on ne veut pas trop dévoiler. Est-ce qu'on les trouve dans les auparavant. annales? Oui, ça va être dans les Mais, annales. mais globalement, dans l'épreuve de motivation, c'est d'être capable de parler de soi et d'expliquer ce qu'on veut faire, ce qui on est, pourquoi on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Alors, donc, en gros, le conseil que vous donnez pour préparer cette épreuve, est-ce qu'il faut s'asseoir Alors, c'est pas le préparer. Est-ce qu'on peut le préparer? On peut toujours le préparer, mais ensuite, une fois qu'on est en situation, en général, on sent bien quand les choses sont pas franches. Non, faut vraiment dire les choses. On peut y réfléchir quand même en avance, Frédéric. Je veux dire, c'est des choses on peut y pourquoi réfléchir. j'ai envie de faire telle ou telle école. Bon, non, c'est pas de la préparation dans le sens bachotage. C'est ce que. Mais non, si une fois qu'on a tourné et qu'on a réfléchi à un moment donné sur l'idée qu'on va peut-être me demander qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je peux avoir des activités extrascolaires et pourquoi? Et ok, donc ces motivations en fait beaucoup plus larges que l'école ou le concours. On va jamais évaluer la motivation ou les arguments qui sont moi je veux faire telle école plutôt que telle école. Est-ce que je peux l'écrire quand même? Oui, vous avez le droit de l'écrire, mais pour le correcteur, c'est pas évalué. Ok, mais je veux dire, la cohérence de ce qui est écrit sera pour le coup évaluée. Je veux dire, quelqu'un qui dit je veux faire EBI ou hésite pas parce que c'est ça qui m'intéresse, a priori le numérique c'est pas mon truc, ou le contraire, ça pour le coup c'est recevable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la note étant commune pour toutes les écoles, de toute manière, ce qu'on va évaluer après, c'est vraiment la cohérence de l'argumentaire. On évalue aussi les capacités d'écriture, malgré tout, le français, la maîtrise de la grammaire, l'orthographe. Donc typiquement, les participes en ER, faut éviter. Voilà. Ouais. Ok. Non, mais je veux dire, ça peut jouer ce genre de choses. Ah oui, ça joue parce que le correcteur, c'est un quart des points. C'est un quart des points quand même. Donc c'est le français au sens large du terme. C'est-à-dire, il y a la grammaire, l'orthographe, mais aussi la capacité à pouvoir exprimer ses idées à l'écrit avec un argumentaire qui se suit bien et qui se construit. Donc ça veut dire quoi? Un argument, un exemple avec deux petits paragraphes, je sais pas, sur la place qu'on a, est-ce qu'on peut faire ça? On laisse quelques lignes par question, on ne demande pas à faire une rédaction complète, donc effectivement... Est-ce qu'il faut forcément remplir tout l'espace, ou est-ce que je peux faire seulement la moitié si je fais une réponse concise, claire? Non, il vaut mieux avoir une réponse honnête, franche, courte, qu'une réponse plus longue et sans intérêt, quoi. Dernière question sur le sujet, est-ce que j'ai le temps d'écrire ça au brouillon pour le faire en bon françois, me relire et ensuite le mettre? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille, de noter ses idées sur le brouillon et ensuite de le reporter pour organiser ses idées. C'est une épreuve, il y a 4 questions pendant 1 heure. Ok, donc 4 questions pendant 1 heure, on a quand même le temps de un quart d'heure pour écrire un paragraphe, ça se fait, quoi. Oui. Le coefficient entre dossier et épreuve écrite est-il le même partout? J'ai vu que c'est 4 et 3 à les frais. Est-ce que ça vaut pour le SIEA et les CIGETEL? Non, les coefficients sont différents par rapport en fonction des écoles. Alors par contre, nous on ne les exprime pas en 4 et 3, c'est en pourcentage. Mais vous retrouvez tout ça sur le site. Mais les écarts sont à la marge. Les écarts sont à la marge. Donc, vous retrouvez tout ça sur le site ou sur les plaquettes que vous pouvez... Ok, donc il n'y a pas une école où tout d'un coup la culture générale serait beaucoup plus importante. Non, les écarts sont à la... Globalement, je dirais les grosses masses, c'est 40% le dossier scolaire, 40% les épreuves disciplinaires qui sont maths, sciences d'application, anglais, culture générale, et 20% la motivation. Globalement. Au doigt mouillé. Après, ça, plus ou moins 5-10% en fonction des écoles. Est-ce qu'une mauvaise réponse enlève des points? Sur les QCM, oui, une mauvaise réponse retire 1 point. Une bonne réponse en donne 2. Et ne pas répondre, c'est justement l'objectif des séminaires de préparation, c'est bien d'expliquer qu'il vaut mieux ne pas répondre, ça ne donne ni enlève aucun point. Si je n'en sais strictement rien, mieux vaut ne pas répondre. Voilà. Si j'hésite entre 2... Il faut mieux tenter la chance. Il vaut mieux tenter la chance. Donc, si j'hésite entre 3... Ah non. Là, il ne faut pas. Donc, en gros, si j'hésite entre 2, je peux tenter ma chance. Si j'hésite entre plus que ça, il vaut mieux pas répondre, sinon ça risque de... Ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur le... Il n'y a pas de mauvaise réponse dans l'épreuve d'expression et motivation, donc on ne vous retirera pas de points. Sur comment dire, l'exercice de QCM à proprement parler, est-ce qu'on peut revenir un mot là-dessus? Alors, pour ceux qui ne pourront pas forcément se déplacer jusque sur vos campus pour pouvoir justement voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a un bon conseil que vous avez à donner sur l'épreuve QCM? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on doit savoir? Conseil, bien lire le sujet et l'intégralité du sujet. On le dira jamais assez. Voilà, avant de commencer l'épreuve et d'identifier d'abord les questions auxquelles on sait répondre. Donc toutes les questions, on va vers la facilité entre guillemets. Oui, puisque toutes les questions ont le même poids.
Hein, donc si je ne sais pas, en fait, on passe et puis on va à la suivante si je sais, etc. Et après, on revient pour essayer d'approfondir. Et voilà. Et elles ne sont pas classées par ordre de difficulté. Hein, donc il y a certaines questions. On est obligé, pour tenir compte du fait que dans certains lycées, étant donné que le concours se passe le 9 mai et que tout le monde n'a pas terminé le programme, et que c'est en fonction du lycée dans lequel les étudiants, les jeunes se trouvent, ils auront vu ou pas vu certaines parties du programme. Donc on propose sur la plupart des épreuves plus de questions que de questions auxquelles on demande de répondre. Donc effectivement, sur une trentaine de questions, par exemple en maths, on va leur demander de répondre à 20 questions. Non, on leur demande de répondre à 20 questions. À eux de choisir les 20 questions auxquelles ils vont vouloir répondre. Ok, donc si je ne sais pas... Donc c'est à peu près dans ce genre de proportion? Voilà. Oui, c'est à peu près dans ce genre de proportion. Ok, donc ça veut dire qu'on a pratiquement 50% de plus. Donc en gros, surtout ne pas focaliser sur une question qu'on ne sait pas, on passe tout de suite à autre chose. Il faut effectivement balayer dans un premier temps, regarder les questions auxquelles avec lesquelles on est à l'aise, celles pour lesquelles on a déjà vu les choses en cours, et ensuite y répondre et les travailler. Une fois qu'on y répond et qu'on y travaille, bien lire la façon l'énoncé. Bien lire l'énoncé. C'est toujours vrai, ça reste vrai dans un QCM. En quoi l'épreuve de maths est-elle différente des problèmes qu'on a en terminale? Il est dit qu'il faut réfléchir et avoir un raisonnement logique au lieu de simplement restituer, comme si au bac on récitait notre cours comme un poème. Quelle est la différence, s'il vous plaît? Alors, déjà l'épreuve de maths comporte des questions sur le programme de terminale. Donc on ne touche à rien d'autre. Alors juste pour terminer, je me permets de vous interrompre Luc, mais pour le coup, pour cette histoire de programme, globalement, je ne vais pas m'amuser à aller taper dans le programme que je n'ai pas encore fait dans mon lycée. Alors, ça c'est j'y reviendrai juste après. Il y a l'épreuve de mathématiques se divise en 3 parties. La partie programme de terminale, qui est quand même majoritaire, des questions de raisonnement logique, et donc l'objectif des questions de raisonnement logique, c'est est-ce que le candidat est capable de modéliser un problème avec des outils mathématiques de collège? Globalement, est-ce que je suis capable de poser avec des questions quelquefois même assez amusantes? Je l'invite à aller voir les... Donc ça veut dire quoi? Des identités remarquables? Non. C'est poser une équation à une inconnue et faire une règle de 3. Ok, bon, c'est pas compliqué. Par contre, les énoncés sont suffisamment complexes pour savoir quel est l'inconnu, pour pouvoir... Donc là, mettre en application, en fait, quelle est la solution, quel est le choix que je vais faire pour ce problème-là en particulier. Donc la difficulté dans l'énoncé, en fait. La difficulté est dans la modélisation de l'énoncé, tout à fait, mais pas dans l'utilisation des notions mathématiques, puisque après il les maîtrise depuis bien longtemps. Et la partie terminale dont vous parliez justement, alors là pour le coup c'est quoi? C'est des questions de cours? C'est des exercices d'application de difficulté moyenne sur le programme, c'est plutôt les exercices on va dire en 2 étoiles, pas 3 étoiles où ça nécessite ces 3-4 lignes de calcul sur le brouillon un énoncé, pour obtenir la réponse. Il y a une dernière partie quand même, et ça c'est complètement hors programme, qui est la partie où on présente, en fait, on fait un mini-cours sur une notion du programme de mathématiques de SUP, et on pose des questions très simples, savoir est-ce qu'il a lu l'énoncé, est-ce qu'il a compris l'énoncé, est-ce que le candidat a compris l'énoncé, et est-ce qu'il est capable finalement de reproduire les exemples qui lui sont présentés Est-ce que je prends dans l'ordre? Est-ce que je commence par les questions de cours, etc., pour ensuite aller vers la logique et vers... Alors c'est vrai que c'est présenté dans cet ordre-là. C'est d'abord raisonnement logique, ensuite programme de mathématiques de terminale, puis nouvelles notions. Chacun, on les invite à lire tout le programme, toute l'épreuve avant de commencer. Chacun peut le faire comme il veut. Donc ne pas se jeter bille en tête, on commence par regarder, prendre 3 minutes pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à gauche. Toujours prendre un peu de recul. Et puis regarder, puis retourner la feuille aussi, éventuellement, ça peut être intéressant. On peut changer d'école après un semestre, quelle est la procédure? C'est automatique ou faut-il candidater? Existe-t-il des passerelles après? On peut changer d'école, oui, après un semestre, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la passerelle mosaïque dont on parlait. Quelle est la procédure? Il suffit de demander. Et dans ces cas-là, les écoles mettent tout en œuvre pour que l'étudiant puisse le faire. Alors c'est forcément au bout d'un semestre, est-ce que ça peut se faire au bout de 3 semaines? Ou est-ce oui, bien sûr, c'est au cours du premier semestre. Pendant le premier semestre, on peut encore changer. Pendant le premier semestre. C'est vraiment utilisé ça ou pas? Non. C'est finalement assez peu. Mais je veux dire, c'est pour rassurer les gens, au cas où, etc. Mais ok, bien. Finalement assez peu. Où faut-il candidater? Non, il suffit de le dire et de le demander. C'est automatique? Oui, ça se fait. Donc en fait, quand on est admis, on est admis dans toutes les écoles. Non, parce que non. Alors, seul
condition, il faut que vous ayez préalablement été admis par l'école dans laquelle vous souhaitez aller. Voilà. Classé, pas forcément Enfin, admis. admis, Oui. classé, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'admission en termes... on Tout à parle fait. de classé, effectivement, en terminale. Et on est dans les... Et les passerelles passent dans les deux mondes scientifiques dans lesquels sont le concours alpha, c'est-à-dire les sciences du vivant et le numérique. Je vais m'amuser à passer de l'hésite pas à l'effray. Si, au contraire. Ah, donc, ok, donc on ne sait pas au sein. Contraire. D'accord. Donc, et en revanche, il n'y a pas de raison ou de passerelle entre l'effray et les CIGETEL, ou entre le SIEA et 3IL, ou entre les écoles entre elles. Donc ça, c'est pas possible, je veux dire, passer. Ça, c'est pas automatique. La passerelle vise à dire, si vous hésitez à un moment donné entre les sciences du vivant et le numérique, si au bout de 6 mois, vous dites, bah, finalement, c'est pas ce que je voulais faire, là, vous pouvez changer. Je suis en agronomie, mais si je suis en agronomie, typiquement, à l'ESIPA, et j'ai envie de passer plus le côté bio, EBI, est-ce que je peux ou est-ce que c'est complètement impossible? Oui, ça se fait. Après, là, pour le coup, on est moins dans l'automaticité. Donc là, il faudra justifier, voilà. etc. Il faudra... C'est vrai que je fais référence à une des premières questions. Le SIEA, 3IL, l'effray, les CIGETEL sont très proches en termes d'enseignement, de ce qui est enseigné, de contenu, ainsi de suite. Les autres le sont un peu moins. Donc c'est vrai qu'entre ces quatre-là, l'EBI et les IDPA, c'est très différent. Et on pourrait, à un moment donné, comprendre qu'un jeune qui se dise bah, « je sais pas, j'hésite entre de la bio et de l'informatique ou du numérique », rentre à l'effray, et si finalement il dit bah, « c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je pensais », et finalement, une fois que c'est la bio que je veux faire, bah, dans ces cas-là, pour autant qu'il ait été classé par le BI ou par les IDPA, si c'est dans l'agronomie qu'il veut aller, oui, la passerelle est automatique. Quels sont les coefficients pour les matières des bulletins de première et de terminale? Vous dites toutes les matières, mais à quelle hauteur? Si je suis faible en langue, est-ce vraiment pénalisant? Je l'ai dit tout à l'heure, on a les coefficients de type bac. Si elle est faible en langue et si elle est faible en anglais, et, en mathématiques, en physique, en histoire géo, oui, c'est pénalisant, mais si le candidat est faible en langue mais correct dans les matières scientifiques, ça peut se rattraper. Ça peut se rattraper. Alors toutes les matières, oui, sauf une, le sport. Ah oui. Le sport? On ne prend pas en compte la note de sport. Vous n'aimez pas les sportifs au concours alpha? Si, mais on ne prend pas en compte la note de sport. On passe